Bonjour, c'est toujours un ravissement, un émerveillement de savoir que vous êtes là chaque samedi, chaque dimanche. Ce matin, on va rencontrer quelqu'un que vous connaissez, j'ai vraiment pas à le présenter. C'est ça qui est pratique avec lui. C'est Bernard Pivot qui est notre invité sur le plateau de Thé au Café. Bonjour Bernard, c'est toujours un régal. Bonjour. C'est vrai que... Évidemment, vous avez un peu disparu de nos petits écrans, certes, mais vous êtes toujours très, très présent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que ce soit sur scène aussi, de temps en temps, et puis évidemment aussi par le truchement de la littérature et du livre, dont celui-là, La mémoire n'en fait qu'à sa tête, chez Albin Michel. Alors j'ai plein de curiosités sur vous. Tant mieux. Vous en avez aussi souvent sur les autres. Oui. Vous savez qu'il y aura des surprises aussi durant cette émission. Donc, qui dit surprise, je ne vous en dis évidemment pas plus. Est-ce que être interviewé, alors que vous avez interviewé un nombre considérable de gens, c'est confortable? Non, c'est inconfortable. Au début, quand j'ai basculé, c'est-à-dire de l'intervieweur à interviewer, j'étais mal à l'aise, vraiment très très mal à l'aise. Est-ce que vous lâchez? Et puis maintenant, ça y est, j'ai pris l'habitude, donc maintenant, voilà. Mais vous lâchez davantage aujourd'hui? Peut-être, oui, à cause de l'âge. Parce que je pense que lorsqu'on vieillit, eh bien, les barrières s'effacent devant vous. Vous avez l'impression que vous êtes un peu plus libre que lorsque vous avez 40, 50, 60 ans. Vous avez l'impression que la liberté n'a pas de prix et qu'il faut en user, parce que finalement, c'est le moment ou jamais. Hein. Le 5 mai, c'est ça? Vous avez eu un petit âge? Oui, 82 ans. Voilà. Ouais. Avec l'âge, est-ce que les années d'enfance remontent? Oui, surtout quand on écrit. Quand on écrit, alors effectivement, il y a des moments, d'ailleurs dans le livre, vous avez évoqué il y a un moment, il y a des passages où effectivement, d'un seul coup, on se revoit dans telle situation. Ça ne veut pas dire qu'on aime son... Moi, je n'aime pas beaucoup mon adolescence, car je n'ai pas été un adolescent très intéressant. Pourquoi vous dites ça? Parce que Vous l'avez ressenti comme ça, mais les autres vous le disaient aussi? Non, on ne me le disait pas, mais rétrospectivement, je me dis que mon adolescence, j'ai pas été très bon dans mon adolescence, voilà, j'ai pas été très bien. Oui, les souvenirs d'enfance remontent comme ça, mais en même temps, il ne faut pas tomber, faut pas retomber dans l'enfance. Hein. Vous êtes né entre les deux guerres, vos parents étaient commerçants. Qu'est-ce que ça s'appelait? C'était une épicerie au bon produit. Qu'est-ce que ça induit d'avoir des parents commerçants? Des parents absents? Alors d'abord, des parents commerçants d'une farouche honnêteté. Alors ça, c'est très, très important. Donc une rigueur morale, jamais il n'aurait volé qui que ce soit, même de quelques francs. Donc ça, c'est très important. Et puis, alors, dans le commerce, je n'aimais pas beaucoup, moi, vendre, acheter, comme ça, je n'aimais pas beaucoup, mais quand même, ça me donne le contact avec les gens. À ce coup, vous rencontrez des gens, il y a des gens sympathiques, antipathiques. En plus de ça, je faisais des livraisons à domicile en triporteur. Alors, il y avait des gens qui vous accueillaient, qui étaient formidables, et puis d'autres, au contraire, qui disaient « Ah, ben si c'est le fils du patron, on ne va pas lui donner de pourboire. Hein. » Donc, vous voyez, il y a quand même on entre dans une sociologie que des camarades de mon âge n'ont pas connue parce qu'ils n'étaient pas fils de commerçants. Et tous les deux, ils sont décédés et vous écrivez « Ils sont dans ma conscience ». Oui. Ça signifie quoi? Que vous leur parlez? Que vous échangez avec eux? C'est-à-dire qu'ils sont dans mon cœur aussi, ils sont dans le cimetière du village de Quincy-en-Beaujolais, le village de ma famille, mais ils sont aussi dans ma conscience parce que je pense qu'ils sont très près de moi et qu'ils me connaissent, ils me voient. Je pense, enfin j'imagine, bien entendu, tout ça c'est de la fiction, mais j'imagine et je me dis qu'ils doivent me juger de temps en temps, trouver que je ne suis pas bien, voilà. Ben, si, dans quelle situation? Non, je ne veux pas vous raconter ma vie privée, mais attendez. Donc parfois ils doivent me juger un peu sévèrement. Et en même temps, de temps en temps, je l'espère, ils sont un peu fiers de moi, évidemment. Mais voilà, donc je pense s'ils sont quelque part, ils sont un peu dans mon cœur, ils sont peut-être un peu dans mon âme, ils sont un peu dans mes yeux, mais ils sont quand même dans ma conscience. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous disent aujourd'hui, s'ils étaient vivants? J'aimerais qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Alors, en plus de ça, je suis d'une génération... Ils ont su le dire, ça? Non. Je suis d'une génération où on ne disait pas à ses parents « je t'aime » et les parents ne disaient pas aux enfants « je t'aime ». Ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de... Et moi-même, je n'ai pas su le dire à mes enfants, alors que mes propres enfants pratiquent la déclaration d'amour à tour de bras. Et ça, vous le regrettez?
de ne pas avoir connu ça. Oui, franchement, oui. C'est ça, je pense que c'est quelque chose de bénéfique aujourd'hui dans ces relations vraiment, je dirais presque amoureuses entre les parents et les enfants. Vous aviez le sens des responsabilités quand vous étiez ado, puisque vous étiez l'aîné quand même de 3 enfants. Pas plus que ça. Non, pas tellement. Non, j'étais pas. Non, je vous dis, j'étais pas un adolescent très intéressant parce que non, au contraire, je fuyais plutôt les responsabilités. Ce qui m'intéressait, c'était finalement plutôt de m'amuser, le cinéma, le baby-foot, le football. Assez autocentré. Oui. Donc je pense que j'ai été un enfant plutôt un peu trop égoïste, je pense. Et puis pas assez mature. La maturité, au fond, est venue assez tardivement. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. La suite, elle nous est racontée ce matin par Philippe Goeppers. L'homard et la langouste ont-ils inventé la position du missionnaire? Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien chez Bernard Pivot. Ainsi va la vie. Figure emblématique de la culture à la télé pendant 30 ans. Oh putain. Il nous a donné le goût de la lecture et des mots. Jubilation. S'il vous plaît. Hasard. Écrivain, comédien, politique, tous s'invitent chez lui pour échanger les idées et faire valser les mots, même les plus gros. Connard. Vaffanculo. Espèce de petite fiante. 15 ans d'apostrophe, 10 de bouillon de culture et 4 de double jeu. Pivot est comme chez lui, entre beaux esprits, presque entre amis. On goûte des mots comme on goûte du vin, comme on goûte un plat. Gourmand des mots, il déguste ceux de Marguerite Duras. Des mots d'abord, vous voyez. Et face aux mots de trop de cet écrivain américain complètement ivre sur son plateau, il ne mâche pas les siens. Bukowski, shut up. Bukowski, je vais te foutre mon poing dans la gueule. Quand Pivot voit rouge, il sait trouver les mots justes pour cet étudiant qui surgit en direct, un couteau à la main. La direction va donner l'ordre de couper l'antenne. Si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre. Non, faites pas ça. La vie est trop précieuse. Sa vie, Bernard Pivot la consacre à cultiver son amour du foot, du vin et encore des mots. Toujours des mots, les mêmes mots. Les mots qu'il sauve Carabistouille et clampin. et ceux qu'il dicte pendant 19 ans dans le championnat de France d'orthographe. Je taille des apocopes osés. Des mots avec lesquels il continue aujourd'hui de s'amuser, à la tête de l'Académie Goncourt, en tweetant chaque matin et en montant sur scène. Son nouveau défi. Plus joli mot la langue française, le mot égo, mot masculin forcément. Ah bah oui. Un des mots, M-A-U-X, dont vous, le roi des mots, ne semblez pas souffrir. Bon, arrêtons. Et le mot MOT est en lui-même d'ailleurs masculin. Oui. Bon. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme là qui est dans votre écran, ce jeune homme qui a une vingtaine d'années, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais qu'il n'y a pas que le football dans la vie et que, et que tu vas avoir des choses sérieuses à affronter et que tu n'auras pas toujours ce petit regard un petit peu comme ça, un petit peu hautain. Ne crois pas que ça va durer très longtemps tout ça, mon petit gars. Est-ce que vous vous sentez plus intelligent que les autres? Non, pas du tout. Ah non, alors là, c'est le contraire. Mais non, c'est le contraire. Pensez, moi qui ai interviewé Simenon, Solzhenitsyn, Diane Nabokov, Duras, Yourcenar, etc., comment voulez-vous que je ne me sente pas modeste devant eux? Comment voulez-vous que je ne me sente pas avec un déficit d'intelligence vis-à-vis de tous ces gens-là? Quand vous êtes devant Lévi-Strauss, vous allez jouer les gros bras, vous allez vous dire, attendez, mais moi, je m'appelle Pivot, vous êtes Lévi-Strauss. Donc, attendez, vous dites, vous avez bien préparé votre émission et vous lui posez des questions pour que d'abord, il ne vous reproche pas la bêtise de vos questions et pour qu'il fasse devant le public étalage de sa connaissance, de son intelligence, de sa sensibilité. Est-ce qu'il vous est arrivé de sortir d'un plateau, c'était toujours en direct de plus, et de vous dire j'ai pas été à la hauteur? Ah oui, mais bien sûr. Oui, bien sûr. J'en ai raté des émissions, bien sûr, parce que pas de chance, parce que j'avais, par exemple, fait un plateau qui n'était pas très bon, pas bien constitué, je me suis trompé dans la connaissance que j'avais des uns et des autres, parce que parfois, tout simplement, je vais décidément parler beaucoup de football, parce qu'il y a des soirs où vous êtes en méforme par rapport à d'autres soirs. Tout simplement parce qu'il y a un moment, vous n'avez pas su poser la question qui aurait peut-être fait bifurquer l'émission dans une autre direction qui aurait été beaucoup plus intéressante que celle que finalement, peut-être par mollesse, vous avez choisie.
Il est bon ton aussi, alors là vous en parlez dans votre livre, de fustiger la télévision pour sa vacuité, son non-sens, son divertissement. D'ailleurs, vous faites référence aussi à Fabrice Lucchini. Est-ce que c'est votre propre constat? Non, pas du tout. Moi, je suis toujours un supporter de la télévision. Je pense que la télévision joue un grand rôle dans la vie des Français, notamment dans leur vie, la vie de leur esprit, la vie, les connaissances. Grâce à la télévision, il y a beaucoup de gens. Évidemment, le petit monde parisien, alors se dit, tiens, on connaît tout ça. Oui, non, mais il y a des gens qui vivent en province, qui vivent à l'écart des universités, et qui sont très contents d'apprendre des choses qu'ils voient dans des émissions de débat ou dans des reportages, des enquêtes. Je trouve que la télévision, si on sait choisir ses programmes, eh bien, enrichit l'esprit des gens qui veulent bien... Vous la regardez, vous? Oui, bien sûr, je ne la regarde pas. Non, en étant sélectif. Oui, je regarde évidemment le journal télévisé, je regarde... Alors, évidemment, j'ai beaucoup regardé les émissions politiques, parce que c'est l'actualité qui m'y incitait. Qu'est-ce que vous avez pensé de la campagne? Ah ben, moi, j'ai beaucoup tweeté sur cette campagne. Donc, je sais, chaque jour. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être faire hurler les gens, mais moi, elle m'a beaucoup amusé, cette campagne électorale. Je veux dire que, à part 81, vous vous rappelez quand on disait, mais si Mitterrand vient, ça va être la panique, tout le monde va partir. Ouais, on va partir, etc. Donc, ça, c'était une période assez extraordinaire, une campagne électorale étonnante. Mais depuis, il n'y en a pas une autre aussi extraordinaire que celle-là, vraiment étonnante. Tous les 2 jours, il y avait un coup de théâtre. On était sur scène, c'était du bonheur, cette campagne électorale. Est-ce qu'en 145, vous arrivez à dire des choses qui peut-être dépassent parfois votre pensée? En tweetant. Est-ce que vous vous dites, oh là là, je suis allé trop loin? Non, pas du tout. Parce que vous êtes quand même dans la vie un être assez modéré, assez consensuel. Dans vos tweets, vous y allez, hein? Oui, j'y vais. Comme vous dites, j'y vais. Oui, parce que de temps en temps, il y a des choses qui m'énervent, il y a des choses... Et puis, il y a le goût du bon mot. Le goût du bon mot, qu'est-ce que ça ne nous ferait pas faire? Donc, mais non, en règle générale, je ne regrette pas ce que j'ai envoyé à mes abonnés. Alors, depuis 2012, vous foulez les planches, vous vous en amusez, c'est jubilatoire, c'est une autre activité, c'est une relation aussi avec le public presque charnelle. C'est Jean-Michel Ribes qui vous a donné l'idée. Il faut le dire chapeau, quoi. Oui. Un jour, il m'a invité à prendre un petit déjeuner. Il m'a dit, écoute, tu lisais très bien les textes des autres quand tu faisais apostrophe, donc tu dois très bien lire les tiens. Alors, je te donne une de mes 3 salles du Théâtre du Rond-Point, je fais venir du public, tu montes sur scène et voilà, tu te débrouilles. Alors, au fond, il m'a à la fois caressé et donné un coup de pied aux fesses. Alors, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très agréable et depuis, je continue 4 ou 5 fois par mois, voilà. Notamment, il y a quelques jours, c'était à Avignon, Alors, on vous a suivi de Paris jusqu'à Avignon, où vous vous produisiez au Théâtre du Chêne Noir. C'est un lieu emblématique du Festival Off d'Avignon. Et c'est Philippe Goeppers et Loïc Baffier qui étaient avec vous. Je vais à Avignon, interpréter un texte il y a déjà 2 ou 3 ans. Est-ce que vous aimez être suivi par une caméra? Non, j'ai jamais été suivi par personne, ou peut-être par une très jolie femme. En dehors de ça. Partir pour jouer, est-ce que c'est une nouvelle vie pour vous? Une nouvelle vie, non, mais c'est un agrément supplémentaire dans la vie. Et ça aurait été bien dommage si je ne l'avais pas vécu. Avignon, ça évoque quoi pour vous? Le théâtre, évidemment, au mois de juillet, le festival. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas seulement un palais, c'est une forteresse. Les papes craignent Dieu, mais ils craignent aussi les barbares, avides d'or, de pierreries. La porte est formidable. Géniale, cette porte. Elle est dans la décrépitude, elle est émouvante. C'est à la fois beau, mais inquiétant un peu. Mais encore une fois, c'est une forteresse. On n'entre pas là-dedans comme on entre dans un théâtre. Pas du tout. La Cour de l'Or, c'est pas un théâtre. C'est un lieu magique qu'on a transformé en théâtre. Vous aimeriez jouer ici? Non. Non, parce que je suis pas acteur. On me l'a proposé, j'ai refusé. Ce serait irrespectueux. Vous iriez voir Bernard Pivot sur scène? Non, je pense pas, non. Peut-être un spectacle à 10h du matin. Tiens, on va aller voir Pivot au Théâtre du Chêne Noir. Mais à partir de 14h, non. Place aux vrais comédiens.
Je raconte l'histoire d'un écrivain depuis sa naissance jusqu'à sa comparution devant Dieu. J'ai toujours regretté, depuis ma naissance, de n'avoir pas été le premier bébé au monde à parler. C'est pas du tout moi, puisqu'il obtient le prix Goncourt, il est reçu à apostrophe par Pivot, il est agrégé de lettres, il a tout un parcours qui n'est pas le mien. Et qu'est-ce que dit mon cœur? Eh bien, mon cœur te dit, Paulette, qu'il a pour toi une très forte inclination, un penchant irrésistible, que tu exerces sur lui un tropisme inouï. Paulette m'a regardé un peu étonnée, et elle m'a dit, mais tu ne peux pas dire je t'aime comme tout le monde? Qu'est-ce qui peut vous déstabiliser sur scène? L'imprévisible. Et pourtant, que de jolis mots. Hop! Dangereux les mots. Ils sont 280 là, dans cette salle, ils applaudissent et surtout ils rient. Autrement dit, j'ai avec eux un contact charnel que je n'ai pas à la télévision. J'ai dit à l'instituteur, mais il n'y a pas de A dans femme? Et non, c'est comme ça. Le E de femme se prononce A. Et je me suis dit, à part moi, je pressens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. Vous aimez quand on vient vous voir dans votre loge? J'ai pas des rêves de grandeur, moi. Ma porte n'est pas ouverte comme ça aux comédiens, aux metteurs en scène, comme ça, qui se pressent comme ça. J'entrerai au paradis. Ainsi soit-il. Je n'en suis pas là et je n'en serai jamais là. Merci pour ce soir. Et si j'osais, je vous dirais qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a ressenti. C'est un bon acteur, très très bon acteur. Il aurait pu faire carrière dans le théâtre? Pas assez cabot. C'est quelqu'un de Il est trop vrai. trop discret, trop humble. Humble, non. Modeste, oui. Modeste. Mais oui. Humble, non. Si, ça peut... si, quand je suis devant ce Génétine, je suis humble. J'ai tous ces livres. Voilà Monica. Je l'aime. Voilà. Ça fait plaisir, simplement. C'est agréable. Il vaut mieux ça que les gens aient des dire. Qu'est-ce que c'était chiant vos émissions, hein. Enfin, je m'accrochais, il fallait bien. Alors ça serait vraiment embêtant, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est évidemment c'est du miel qui coule dans la gorge. Madame, votre prénom? Alors c'est pour Nathalie. Nathalie. Avec un H. Est-ce que c'est le même trac sur scène que sur un plateau de télé? Non, c'est pas du trac, ce sont des frissons. Ce sont des frissons un peu de crainte, mais des frissons de bonheur aussi. Ce sont des frissons. Alors que la télévision, vraiment, quand vous êtes en direct, là, vous savez qu'il y a 2 millions de personnes qui vont vous voir, et vous êtes en face d'écrivains notoires, vous avez un peu le trac, enfin un petit peu le trac. Vous avez comme une sorte de... Comme si l'oxygène vous manquait pendant quelques secondes. On est en apnée. Voilà, en apnée, voilà, c'est quelques ça. secondes. Ouais. Est-ce que là, c'est... Est-ce que la scène, elle érotise? Ah si. Est-ce qu'elle érotise Écoutez, il va falloir que je regarde ça la prochaine fois, de près. Je vais regarder ça de près. C'est curieux quand même, cette question. Pourquoi cette question? Mais parce que je pense que oui. Parce que vous pensez... Ah oui. Vous avez des souvenirs, beaucoup d'artistes le disent. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Ceux qui ont des fans, vous voyez, d'ailleurs vous-même vous en avez des fans. Oui, bien sûr. Et beaucoup de femmes d'ailleurs. Oui, c'est pas... Mais enfin, l'érotisme... Bon, écoutez, je vais regarder ça de près, je vous appelle. Est-ce que vous avez souvent pris des coups vous, dans la vie? Parce que vous paraissez toujours, joyeux, enthousiaste, mais nécessairement vous en avez pris. Oui, bien sûr. Vous les dissimulez tout le temps? Non, il ne s'agit pas de dissimuler, il faut les vivre, les coups. On les vit, mais on ne se prend pas sur la place publique pour dire « Ah, vous savez, là, je suis malheureux. » C'est pas ça, non, pas du tout. Vous avez des coups, vous avez des chagrins, des gros chagrins, des malheurs qui vous tombent dessus. Moi, je n'en ai pas eu heureusement beaucoup, mais il faut vivre avec, et puis le temps passe, et vous savez que le temps est le meilleur médicament qui soit. Vous êtes croyant? Je l'ai été beaucoup. J'ai été enfant de cœur dans ma vie, mais malheureusement, la foi m'a abandonné. Quitté? Oui, je dis malheureusement parce que je pense que... C'est plus facile? Oui, de croire. Oui, je crois que c'est plus facile, mais je veux dire que je connais des personnes qui ont la foi et je les trouve souvent admirables. Pas toutes, hein, pas toutes. Mais enfin, j'en connais. Et donc, c'est quand même quelque chose qu'on a dans la vie ou qu'on n'a pas. Bon, actuellement, je ne l'ai pas. Et quel rapport vous avez avec la mort? Se rapproche. Mais vous vous dites c'est fini, c'est terminé derrière? Oh oui, malheureusement, je ne suis pas très optimiste sur la suite. Et quant à la mort, j'en parle un peu d'ailleurs dans le livre, même si le livre est assez joyeux, j'en parle un peu parce qu'elle se rapproche bigrement et qu'il faut bien compter avec elle. Est-ce que, vous savez, Stéphane Hessel disait, évidemment, ce livre, c'était sur l'indignation. Êtes-vous indigné vous-même?
Ah, oui, je suis parfois indigné. Bien Sur quel sujet? Oh, ben, sur des sujets, par exemple, j'en parle un moment, je me rappelle, j'avais vu à la télévision Harki, qui racontait qu'il a vécu toute sa vie dans la misère, etc. Jamais l'État n'est venu à son secours, etc. Ben, je pleurais devant. Je me disais, mais c'est incroyable. J'étais indigné contre l'État qui a laissé ce pauvre type injuste. comme ça. Voilà. Et alors, des cas d'indignation, il y en a beaucoup. Quand vous voyez des gens dans la misère, comment ne pas être indigné? Et malheureusement, ces gens-là, on en voit de plus en plus, même dans nos beaux quartiers. Même dans nos beaux quartiers, il y en a de plus en plus qui sont là, on les voit. Et ils nous regardent. Quel est votre rapport justement avec ceux, par exemple, qui mendient, qui tendent la main? De temps en temps, on donne quelque chose, bien entendu. Et en même temps, par exemple, dans mon quartier, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas passer son temps à distribuer. Mais il faut de temps en temps ouvrir son cœur et son portefeuille. Vous les regardez ou vous tentez de fuir leur regard? Ça dépend. Des fois, ça dépend de l'humeur à laquelle on est. Des fois, on a envie même de leur parler, puis d'autres fois, on a envie de passer vite. Alors, c'est vrai qu'on est allé rencontrer des personnes parce qu'il y a des amitiés profondes autour de vous. Quel est le rôle d'ailleurs de l'amitié pour vous? Elle est essentielle. Il y a l'amour qui est évidemment la chose la plus sublime, mais à côté, il y a l'amitié. L'amitié, parce que l'amour, on sait, malheureusement, vous savez, dans le livre, je dis qu'on devrait écrire le mot amour avec un accent circonflexe sur le A. Parce que, pour l'éducation sentimentale des jeunes gens, parce que ça voudrait leur dire que l'amour, comme l'accent circonflexe, il monte, puis il atteint un sommet, et puis malheureusement, il redescend après. Eh bien, je trouve que l'amour, malheureusement, n'est pas éternel, tandis que l'amitié, généralement, on a une amitié, elle reste, sauf accident, c'est une amitié de toute une vie. L'amour, c'est rare quand il y a l'amour. Voilà. Oui. D'ailleurs, à ce propos, dans le vocabulaire, vous parlez aussi dans le livre que le mot bandé, c'est pas un mot que vous aimez beaucoup. Bandé, non, si. Que vous préférez en fait chauffer le croupion. Oui, non, mais ça, c'est une expression un peu... une expression presque obsolète, même, oui, non totalement obsolète, ouais. Même. Non, je me suis dit, mais c'est incroyable que j'ai jamais, lisant un livre d'Eschnoz, je me suis dit, tiens, lui, il emploie le mot bandé, moi, j'ai jamais osé l'employer. Pourquoi? C'est ça, oui, bandant, c'est pas bandé, c'est bandant. Et alors, moi, je m'étais sexy, mais bandé, finalement... Non, bandant, c'est un très joli mot. Alors, c'est drôle, c'est qu'il est considéré comme familier alors, un peu considéré comme le Petit Larousse, pas très bien noté par le Petit Larousse. Mais le grand Robert et le Petit Robert... Enfin, le grand Robert lui accorde plus de sympathie que le Petit Robert. On sent que et alors, dans le grand Robert, il y a un mot bandaison qui n'existe pas dans le Petit Robert. Ce qui prouve que le grand Robert est plus porté sur la chose que le Petit Robert. C'est votre explication. Alors, on a rencontré Renaud Capuçon. Oh, ça c'est un ami. C'est un ami, c'est un virtuose, c'est un musicien extraordinaire, évidemment, violoniste. Et puis, Éric Orsena. Ah oui, mais c'est voilà. un ami Alors, aussi. tous les deux, ils ont croisé leur regard sur vous. Et ils nous en disent beaucoup sur vous. Ah. Les trois mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à Bernard, c'est vivacité d'esprit. Merci. Élégance. Générosité. Et curiosité. Comme il est curieux, il essaye toujours de voir tous les talents qui vont émerger. Vous êtes tous les personnages, vous. Combien d'écrivains lui doivent le premier coup de pouce, la première confiance? Moi, je le trouve extrêmement épanoui, heureux. Il fait pas partie de ces gens qui, une fois qu'ils ont arrêté la télé, sont frustrés, aigris, ils cassent sur tout le monde. C'est quelqu'un qui a jamais un mot négatif sur qui que ce soit. C'est un grand chasseur de ridicule. Il rit énormément des vanités. Il regarde le spectacle du monde quand même extrêmement amusé. Si vous deviez lui reconnaître un seul défaut. Il est peut-être impatient, je l'imagine impatient. Et c'est pas un défaut, c'est un regret. À un moment donné, il aurait peut-être pu faire un livre plus personnel au lieu de se dévouer aux autres. Il s'est caché un peu derrière les autres. Est-ce qu'il est aussi sérieux qu'il en a l'air? Si je dis non, je vais me faire taper sur les doigts. Il est extrêmement sérieux quand il s'agit d'être sérieux. Et il est très drôle. Il est joyeux. Il a une très très grande élégance dans les moments de tristesse. Et c'est la personne à qui on peut juste poser la main sur l'épaule. Il a cette sensibilité qui fait que
On sent qu'il va vous dire les choses et il vous les dit pas totalement. Il a une pudeur magnifique. Quand il s'agit de s'occuper de vous, alors là, il est extrêmement intéressé, ouvert, etc. Quand il s'agit de lui poser des questions sur sa vie intime ou sur sa vie personnelle, là, il est beaucoup plus réservé. Ce qui me surprend, c'est que ça fait 40 ans que je le connais. Et au fond, je sais presque rien de lui. Oui, il a sa part de secret, comme on l'a tous. J'ai su, indirectement, qu'il traversait des moments difficiles. On s'en rendait compte à juste une sorte de rétrécissement de ses joues, mais pas du tout à la lueur de son regard. J'ai une affection très, très, très grande pour lui. Vous étiez en train de regarder l'écran, Éric Orsena et Renaud Capuçon. C'est très intéressant ce que disent les deux. Mais Éric dit, ça fait 40 ans que je le connais. En fait, je crois que je ne le découvre pas. Je ne le connais pas tant que ça, en définitive. Oui, mais... mais c'est vrai, ça. Oui, d'une certaine manière. J'essaye pas de... Même pour des amis proches comme tous les deux, comme Renaud Vous et comme cachez, Éric. hein. C'est pas que je me cache, je fais le petit pas de côté, voilà, plutôt. Je fais un petit pas de côté, ou à gauche, ou à droite. Et il faut pas se livrer toujours. Il faut pas... je trouve que dans l'amour, on se livre entièrement. Dans l'amitié, il y a toujours une part quand même de mystère quand même qui reste un peu. Mais ce sont Éric et Renaud sont deux amis évidemment pour lesquels j'ai une admiration très très grande. Éric, je le connais depuis plus longtemps que Renaud, puisque Renaud d'abord est beaucoup plus jeune que nous, mais je suis très reconnaissant de ce qu'ils disent. Ils exagèrent un peu. Hein, voilà. Oui, si, ils on les a obligés d'ailleurs. Ils savent très bien que je vais les voir et les entendre. Ça, voilà. Est-ce que vous avez connu beaucoup de chagrins d'amour? Ah bah oui, on connaît tous des chagrins d'amour. Vous aussi, vous en avez connu. Je veux dire, c'est pas possible de vivre sans connaître des chagrins d'amour. C'est pas possible. Et c'est une bonne chose? Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je raconte dans le livre une déclaration d'amour à une cousine. J'avais 20 ans, je lui ai envoyé une lettre extraordinaire, mais une lettre d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir, comme je l'ai fignolée, comme je l'ai... et puis, donc, je me disais que cette lettre, elle allait tomber dans les bras tout de suite. Ben, j'attends toujours sa réponse. Voilà. Ça fait plus de 60 ans. Question, est-ce que vous êtes seul ou accompagné aujourd'hui? Je suis accompagné toujours, oui. Ah, mais c'est important. Oui. Ben voilà, c'est tout. Oui, mais je ne vous demande pas plus. Vivre seul, c'est quelque chose que vous savez faire? Oui. Oui, vivre seul, il faut savoir vivre seul. Il faut savoir vivre à deux, il faut savoir vivre seul, il faut... Et justement, comme on parlait de mon adolescence, c'est que je pense que je ne savais pas vivre à l'époque avec... je ne savais pas vivre comme j'aurais dû vivre avec mes parents, avec mon frère, avec ma sœur, avec mes copains. Je pense qu'il y avait toujours quelque chose qui ça coïncidait pas très très bien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose d'un peu évanescent dans ma mémoire. Hein. Alors, vivre seul, c'est évidemment connaître aussi les tâches domestiques. Et je voudrais, Bernard, que vous nous montriez si vous savez repasser une chemise. Oh non, je ne sais pas faire. Non. Ah non, je ne sais pas, absolument pas faire. Bah, quand on vit seul. Mais non, mais quand on vit seul, attendez, mais moi, je suis pas radin, je fais venir chez moi une dame qui a toutes les compétences du monde, qui sait repasser, Ah ben non, ça alors... Ah oui, donc non, vous ne sauriez pas faire? Non, je ne saurais pas faire. Enfin, je veux dire, je peux vous amuser pour le... Bah, amusez-nous, tiens, 2 secondes. Si voulez, au moins qu'on ait l'image, tiens. Voilà. Ouais. Allez, voilà. Alors... Est-ce que vous êtes un manuel? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, allez. Oh là 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 là. Je ne sais pas à qui elle appartient la chemise, ça va être terrible. Je ne sais pas comment on va la retrouver. Ouais. Voilà. Bah, comme quoi on peut s'improviser. Hein. Mais si je dois faire toute la chemise, j'en ai pour un petit moment. Hein. Non, voilà, bon. Voilà, vous voyez. Ouais, bon. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, non. Vrai. Ouh là là, et vous laissez le faire. Merci beaucoup. Merci. Ouf. Voilà. Vous disiez d'ailleurs, quand on revient un peu sur votre enfance, que vous aviez reçu une seule gifle de votre père à 12 ans. Est-ce que vous en avez donné beaucoup, vous, à vos filles? Non, pas du tout. Non. Vous avez eu une éducation différente que celle que vous avez donnée?
à vos enfants? Non, pas du tout. Je pense que l'éducation que j'ai reçue, je l'ai transmise à peu près. Évidemment, on n'est pas les mêmes. Hein. L'époque n'est pas la même, mais je pense qu'il n'y a pas une très grande différence entre l'éducation que j'ai reçue et celle que j'ai. Mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été suffisamment présent? Ah oui, bien Auprès de sûr. vos Non, mais filles. ça, j'en ai fait l'aveu dans Ouais. Les mots de ma vie, où effectivement, j'ai consacré beaucoup trop de temps à la lecture au détriment de ma vie de famille. Il y a votre fille, d'ailleurs, qui a écrit un livre Oui, sur son fils. oui. Oui. Alors, son fils qui est autiste, et c'est Cécile, ma seconde fille, elle a écrit son premier livre, et c'est un livre formidable. Comme d'habitude. Comment ? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, son fils est autiste, donc mon petit-fils est autiste. Et alors, ce livre est une réussite formidable, d'abord parce qu'elle a une écriture très fluide, remarquable. Ça vous a surpris? Oui, parce que je connaissais les journalistes, donc je connaissais ses articles, mais son premier livre. Donc je ne pensais pas qu'elle était capable, comme ça, sur une longue distance, d'avoir cette écriture. Elle vous a rien demandé? Non, rien du tout. Et puis, alors surtout, la difficulté d'un livre comme celui-ci, c'est la distance. Soit vous êtes franchement du côté du rapport médical, etc., qu'est-ce que c'est l'autisme, etc. Elle ne tombe pas dans ce travers. Et puis, l'autre, c'est de tomber dans la douleur, le chagrin, la plainte, etc. Et elle est dans la bonne distance. Et la chose extraordinaire, c'est qu'elle parle de sa souffrance et de ses difficultés avec une dignité extraordinaire et même avec de l'humour. C'est ça qui est assez formidable. Et je dois dire que le portrait, au fond, c'est le portrait d'un couple. C'est le portrait d'un couple, d'une mère avec son fils autiste. Et c'est un couple inséparable, d'une certaine manière, parce que lui... Ils sont très fusionnels? Fusionnel, parce que lui ne pourra jamais vivre sans elle. Et elle, d'une certaine manière, elle est condamnée à vivre aussi avec lui. Donc, c'est un livre à la fois émouvant et d'une grande pudeur, et en même temps, je veux dire que si les gens veulent comprendre ce que c'est que l'autisme, voilà un livre qu'il faut lire. Il y en a 400 000, 400 000 autistes en France. Vous, quel est votre rôle, votre place auprès d'eux? Oui, alors, je suis très peu présent dans le livre parce que... Mais dans leur vie? Dans leur vie, je sais, mais oui, bien sûr, mais je suis très présent parce que je n'ai pas auprès de mon petit-fils, par manque de temps, peut-être aussi parce que je n'ai pas la fibre, donc je n'ai pas été peut-être le grand-père qui serait un peu plus et un peu mieux qu'un grand-père affectueux, généreux. Vous vous faites du mal en disant ça, non? Oui, mais il faut dire la vérité, c'est tout. Bernard, je vais vous emmener aux dos à dos. Oui. C'est un exercice obligatoire. Ah oui. Dos à dos avec vous, Bernard Pivot, et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Les yeux. Chez un homme? La tête. La première chose que vous feriez si vous étiez le nouveau locataire de l'Élysée? Je descendrai à la cave. Le mot le plus sensuel, le plus érotique? Femme. Ce qui est insupportable lorsque l'on vit avec vous? Mon impatience. Votre juron favori? Très classique. Oh putain de merde. Voilà. D'accord. Un endroit de la vie quotidienne dans lequel vous êtes incapable de lire, dans une pièce que vous n'aimez pas? Sur la plage. Ah. Je ne peux pas lire. Le soleil, le sable, rien. Je peux pas lire là. Quelle épitaphe vous aimeriez voir inscrite sur votre tombe? Si j'ai un homme qui a beaucoup aimé la vie. Bernard, la dernière fois que vous avez pleuré? C'est sur une image des réfugiés, africains dont on a retrouvé les cadavres il y avait un amoncellement de cadavres sur la plage. J'ai trouvé ça terrible. Est-ce que vous avez déjà pris du Viagra? Non. Si vous étiez un dessous affriolant, à qui vous aimeriez appartenir? Je sais pas. Vous avez des questions incroyables. Angela Jolie, voilà. La question qui revient le plus quand on vous croise dans la rue. Vous êtes bien Bernard Pivot? La question que vous auriez aimé que je vous pose. Êtes-vous heureux?
Bernard, êtes-vous heureux? Oui, surtout d'être avec vous. Quel a été le moment le plus malheureux de votre vie? Quand j'ai échoué au baccalauréat. La chanson qui vous fait pleurer? Oh, il y a une chanson qui me faisait pleurer quand j'étais gamin et qu'on entendait le disque des auditeurs le dimanche matin. C'était les Roses Blanches, chantées par Bert Silva. Oh, alors là, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Oh. Et la chanson qui vous rend joyeux? À bicyclette, chantée par Yves Montand. Yves Montand à bicyclette, on le savait. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. Elle est formidable, cette chanson. Oui. Qu'est-ce qui nous manque, Yves Montand, vous ne trouvez pas? Il nous manque beaucoup. Oui, mais je trouve qu'il y a beaucoup de chanteurs qui nous manquent. Hein. Brassens, Charles Trenet, et puis, je ne sais pas, Jacques Brel, tout ça, c'est quand même des chanteurs, moi, qui me manquent, parce que les chanteurs, évidemment, de ma génération. Regardez, c'est dans le spécial le hors-série de Paris Match, le 70e anniversaire de Cannes, là, dans quelques jours. Et j'adore cette photo. Regardez, Montand. Avec il est en train de changer de chaussures. Ah oui, oui. Il y a un petit garçon qui le regarde. C'est ça, exactement. Il est en smoking. Ah oui. Il va sûrement rentrer sur scène, vraisemblablement. Et il change de chaussures. Il doit avoir mal aux pieds. Alors, il s'est assis comme ça, par terre sur une marche. Ouais. Ah, j'aime bien ces coulisses. Ouais. Vous y allez, vous, à Cannes? Ça, c'est un Cannes intime. Non, j'ai fait 2 émissions de Bouillon de Culture à Cannes, mais non, je n'y vais pas. D'abord, je ne suis pas invité, et puis, franchement, ce n'est pas ma place. Non, je pourrais y aller par amour du cinéma, mais il y a tellement de gens qui aiment le cinéma. Et puis, il ne faut pas donner l'impression quand même d'être toujours là où l'actualité est, parce qu'on veut se montrer. Non, pas du tout. Et puis, j'aime beaucoup voir les films de Cannes au moment où ils sortent sur l'écran à Paris. Je voulais remercier Michel Mousseau, qui est exposé sur le plateau de Thé au Café ce matin. Oui. C'est un peintre aussi qui expose jusqu'au 22 mai au Café Les Deux Magots, place Saint-Germain à Paris. Michel Mousseau, il peint des aplats de couleurs pures à la gouache, sur papier, il les découpe au ciseau, et il compose ensuite des collages agencés à la manière comme ça d'une improvisation musicale. Michel Mousseau, c'est très très coloré, c'est très dynamique, c'est plein d'énergie. Voilà. Oui. Et je voulais aussi rappeler, bien sûr, qu'il y a la lecture spectacle. Au secours, les mots m'ont mangé. Alors vous ne le savez pas, mais moi je vais vous donner le programme. Alors attention, on va à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère, ça c'est au mois de mai, le 17. Le 19 à oui. Seine-Maritime. Voilà. Les habitants, vous savez comment ils s'appellent? Il va falloir le savoir. Oui, il faudra que je le sache. Ouais. Oui. Eudoie. Les Eudois, oui. Et puis, au mois de juin, ce sera à Guilers, dans le Finistère, et encore toujours, mais fin juin, à Lézignan-Corbière, dans l'Aude. Ouais. Oh, bon, vous vous amusez bien, hein? Oui. Et puis, je voulais aussi vous rappeler, bien sûr, La mémoire n'en fait qu'à sa tête. C'est des fragments de vie, comme ça, de Bernard Pivot, comme il sait très bien les faire, et c'est chez Albin Michel. Samedi prochain, je recevrai la décoratrice intérieure, Sarah Lavoine, une femme bien intéressante. Et le lendemain, Marc Lévy. Vous l'avez reçu plusieurs fois, j'imagine, évidemment. Non, la première fois, parce que j'ai abandonné les émissions littéraires quand il a commencé. Oui. Alors, c'est fulgurant, lui. Dès qu'il touche à un livre, c'est un best-seller. Ah bah oui, je ne sais pas, doit être à son 12e, 14e livre, je ne sais pas, à chaque fois c'est 300, 400, 500 000 exemplaires. Oui. Bon, continuons à lire, tous. Ouais. Parce que la lecture, ça ouvre la tête. Ah la lecture, c'est essentiel. Hein, c'est pas moi qui vous dis le contraire. Lisez. Merci beaucoup, Bernard, d'être passé sur le plateau de Thé au Café. Merci. Portez-vous bien, surtout. Cette émission, elle est rediffusée, bien sûr, dans la nuit. Puis vous pouvez la revoir aujourd'hui pendant une semaine. Enfin, aujourd'hui, je veux dire actuellement, parce qu'on a une nouvelle application et c'est vraiment très pratique. C'est plus plus.fr, mais c'est France TV.
Et sur France TV, maintenant, on voit tous les programmes de France Télévisions. Alors, pas d'émission demain, en raison de l'investiture, évidemment, du passage de témoins entre François Hollande et Emmanuel Macron. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau Thé ou Café. On va faire un petit selfie, si vous le voulez bien. Vous aimez ça ou pas? Qu'est-ce que vous devez être sollicité, hein, à chaque fois, non, mais les j'imagine. selfies, ça fait partie de la vie maintenant. Allez, portez-vous bien, vous aussi. Merci de votre confiance et de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bonne journée.